Et ce conflit ukrainien, il a évidemment aussi des répercussions sur la vie politique française. On est à moins d'un mois du premier tour et nous recevons Jean-Philippe Moinet, politologue, auteur et chroniqueur et fondateur de la revue Civique. Bonjour Bonjour. monsieur, on a vu que ce conflit, et notamment les répercussions à la pompe pour les Français avec un choc pétrolier, l'équivalent d'un choc pétrolier, c'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire, va durement et plus que prévu impacter la campagne présidentielle. Oui, en fait, tout est bouleversé dans cette période. D'abord l'opinion publique, bouleversée par ce qui se passe en Ukraine, bouleversée aussi les sujets considérés aujourd'hui comme prioritaires, notamment les questions de défense, les questions de l'Europe, sa stratégie et la question de la démocratie. Et c'est vrai, du point de vue économique, des impacts ont et vont avoir lieu dans la durée du fait de cette guerre provoquée par Vladimir Poutine sur son pays voisin, libre et souverain et démocratique en l'occurrence. Et donc, c'est vrai que tout est en train de se transformer dans, j'allais dire, le logiciel de décision où la question française et européenne sont imbriquées. Pas seulement parce que la France préside l'Union européenne, c'est que on voit bien que cette guerre saisit les Européens de leur destin commun et est amenée, et on va le voir avec ce sommet européen de demain et d'après-demain à Versailles, où, en fait tous les dirigeants européens font unité. C'est d'ailleurs un exploit qu'a réussi Vladimir Poutine, puisque stratégiquement, il s'appuyait d'ailleurs sur des forces ultranationalistes en Europe pour diviser les Européens. Eh bien là, jamais l'Europe n'a été aussi unie pour décider de son destin, pour défendre la démocratie, mais aussi pour s'organiser stratégiquement. Et l'énergie fait partie d'un axe de stratégie commune désormais. Et alors, à ce titre-là, ce volet européen, on a l'impression, et c'est pas qu'une impression, qu'Emmanuel Macron bénéficie évidemment de ce tempo européen. Lui aussi, en tant que chef de guerre, il profite largement du contexte. Oui, tout à fait. Alors, il y a à la fois la situation historique, sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a la question aussi de la fonction, puisqu'effectivement, j'allais dire, sa posture est naturellement celle d'avoir notamment deux fonctions régaliennes que sont chef de la diplomatie et chef des armées. Pour le président de la République française, quel qu'il soit, mais dans cette situation, ça prend évidemment un relief particulier. Et effectivement, cette dimension supplémentaire puisqu'il préside le Conseil des ministres de l'Union européenne tout entière, où finalement, quand il s'exprime, et on l'oublie parfois, il s'exprime certes au nom de la France, mais aussi au nom des 27 États membres de l'Union européenne, qui, encore une fois, est sur une trajectoire commune de perspective et à la fois de défense pour l'Est de l'Europe, qui est d'ailleurs menacée par une éventuelle extension de la guerre. Et évidemment, ce n'est pas à souhaiter, mais ce n'est pas non plus à exclure totalement. Et d'où la réassurance des membres européens de l'OTAN à l'est de l'Europe, mais aussi par cette fonction qu'il a naturellement et qui fait Mais que est-ce qu'on tout, peut tout avoir le est sentiment envisagé. que la campagne, au fond, présidentielle ne va pas exister et que cela va être un vrai problème aussi démocratique qui va se payer au lendemain du second tour avec des contestations? Jean-Luc Mélenchon déclare aujourd'hui que finalement Emmanuel Macron a en quelque sorte les pleins pouvoirs, qu'il est dans une période de plein pouvoir parce que justement il est dans ce contexte qui lui permet de faire très peu campagne et d'être président jusqu'au bout et d'écraser en quelque sorte le scrutin. Non, c'est la situation qui a changé. La démocratie française n'a pas changé. Il n'y a pas de plein pouvoir. Les Français le comprennent très bien qu'il faut sans doute avoir d'autres manières de faire campagne, sans doute une sobriété dans la manière et une gravité dans la manière d'aborder certains sujets. Et la campagne va se dérouler néanmoins avec les difficultés qu'on voit bien pour tous les candidats, mais sachant que les 11 autres candidats qu'Emmanuel Macron sont candidats depuis plus de 6 mois. Jean-Luc Mélenchon, que vous citez, a été candidat depuis novembre 2020. Donc ça fait 18 mois que Jean-Luc Mélenchon s'exprime en tant que candidat pour la troisième fois pour une élection présidentielle. Il a été candidat en 2012, il a été candidat en 2007. Donc on ne peut pas dire qu'il ne soit pas connu dans ses intentions ni dans Mais ses c'est peut-être objectifs aussi du fait stratégiques. qu'Emmanuel Macron ait refusé de débattre aussi. Alors, Xavier Bertrand vient de lui faire une contre-proposition en lui proposant de débattre avec 4 des principaux candidats sur 4 semaines. Selon vous, est-ce que néanmoins il devrait accepter en partie, si ce n'est le débat, de longues explications, oui, enfin le débat, de longues explications face à des concurrents?
Oui, en tout cas, c'est pas forcément à exclure. J'ai compris que son entourage n'excluait pas cette hypothèse. C'est vrai que 12 candidats, si vous prenez dans les médias audiovisuels, on le voit bien la difficulté, 12 candidats, on leur donne 10 minutes de temps de parole à égalité, ça fait 120 minutes, donc 2 heures, où finalement celui qui serait la cible de toutes les 11 critiques n'aurait que 10 minutes sur 2 heures. Donc on Mm. voit bien la difficulté, puis c'est vrai que c'est 12 candidats autour d'une même table, c'est pas très audible. Par contre, c'est vrai que 3, 4 candidats, alors sous quelle forme, tirage au sort, pour être moins contesté par ceux qui ne sont pas retenus, n'est pas totalement absurde comme proposition. On peut imaginer cette forme, sachant que le président de la République invoque l'absence de précédent pour les présidents candidats qui l'ont précédé, hein, Charles de Gaulle en 65, Valéry Giscard d'Estaing en 81, François Mitterrand en 88, Jacques Chirac en 2002, Nicolas Sarkozy plus récemment en 2012. Aucun de ceux-là n'avait été dans une configuration de débat d'avant le premier tour. Donc, bon, ce n'était pas à l'époque considéré comme un problème démocratique majeur. Je pense que la démocratie, les Français s'adaptent aussi à cette situation. Encore une fois, les sujets de campagne sont redistribués dans leur importance. Et je pense que les Français sont quand même sensibles à chacun des candidats, qu'ils connaissent pour certains très bien depuis longtemps. Marine Le Pen est aussi pour la 3e fois candidate Oui. à la présidente de la République. Donc il y a pas, je pense qu'ils savent à qui ils ont affaire. Concernant le président de la République, je pense que c'est plus l'expression de son projet qui est en jeu que celui des confrontations avec les autres candidats. Et c'est vrai que là, il y a une attente De pour savoir dans connaître quelle son direction programme précise et ses attentes. il veut amener les Français pour un éventuel deuxième mandat. Merci beaucoup Jean-Philippe Moinet d'être venu nous Merci à vous. éclairer sur cet impact du conflit en Ukraine sur la campagne présidentielle.